suis très honoré et très content de pouvoir présenter ce travail. Alors j'ai intitulé ma conférence Architecture climatique et peut-être je vais commencer par introduire une dimension historique à ce travail. En fait, c'est ma thèse de doctorat que j'ai fait assez tard, notamment avec la présidence de Bruno Latour, qui était au jury en 2019. Et cette exposition, donc ce livre, revient sur une histoire de l'architecture, sur l'histoire de l'architecture depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Et je dois dire que je voyais une nécessité de se replonger sur cette histoire de l'architecture parce qu'on avait une vision depuis les années 50 qu'on a qualifiée de postmoderne, qui est issue du structuralisme de Claude Lévi-Strauss, c'est-à-dire qu'on voit les choses de manière superstructurelle, on voit plutôt les conséquences au niveau symbolique, au niveau du langage, au niveau des superstructures politiques, économiques, enfin peut-être pas économiques, mais on pourrait dire politique, sociale, et on avait un peu oublié les questions d'infrastructure matérielle, d'énergie, de climat, qui étaient en réalité derrière énormément de formes. Donc ça m'a semblé important parce qu'aujourd'hui, il y a un retour des questions matérielles qu'on avait oubliées, on pourrait dire, entre 1950 et 2019. Il y a un retour à cause du réchauffement climatique, à cause de la pandémie. En fait, il y a ce retour du réel qui fait que tout d'un coup, on doit affronter ces nouveaux défis, peut-être moins de manière symbolique qu'on le faisait à une période, mais plus en affrontant de manière réelle et matérielle ça. Donc, cette histoire, elle est présentée dans ce livre en 13 chapitres. Je vais aller très rapidement pour un peu mettre un fondement à cette question d'architecture climatique. La première chose, c'est pourquoi on a besoin d'architecture. En réalité, on l'a un peu oublié, mais c'est simplement parce que notre corps, il est homéotherme. On doit garder toujours nos 37 degrés et autour de nous, on doit avoir une température entre 21 degrés et 28 degrés Celsius, où on perd toujours un peu de chaleur. Et si on va plus bas, on a trop froid, on ne peut pas survivre. Hein. C'est pour ça qu'on ne peut pas survivre dans la neige, dans le froid, en plein hiver. En Suisse, on est obligé tout d'un coup de construire un abri dans lequel on va créer un microclimat et qui sera favorable à notre survie. De la même manière, dans des pays trop chauds, on crée une ombre pour pouvoir survivre à ce niveau-là. Donc l'architecture, en réalité, c'est la construction d'un climat habitable pour l'être humain. Et c'est la raison pourquoi on a besoin d'architecture. L'origine de l'architecture, c'est ça, c'est de construire artificiellement un climat dans lequel on peut survivre. C'est comme ça que Vitruve définit l'architecture. Ensuite, il y a un chapitre sur la ville aussi, qui est assez intéressant. On se pose la question comment apparaît la ville. Et si on revient historiquement, on s'aperçoit que en fait, la ville est à l'origine un grenier à blé fortifié qui s'étend, qui s'élargit au fur et à mesure qu'il y a une aisance de blé. Et puis bien sûr qu'il y a des modifications qui se font après à la Renaissance avec plutôt une ville commerciale. Et puis au XIXe siècle avec la présence des manufactures et de l'industrie qui fait que ça devient une ville liée à la production industrielle. Et puis à la deuxième partie du XXe siècle, la ville plutôt comme lieu d'économie, des banques, du design. Et donc, voilà, c'est important aussi de se reposer la question de cette réalité de la ville et pour quelles raisons la ville existe plutôt que pas, quoi. Là, c'est sur la question de l'espace public aussi. Une des valeurs de l'espace public était aussi des valeurs climatiques. En fait, quand on prend le Panthéon à Rome ou quand on prend les basiliques, la basilique Julia à Rome, en fait, c'était des immenses espaces couverts qui nous protégeaient du soleil. Et en fait, l'espace public avait cette dimension aussi d'offrir aux gens des espaces où se protéger du soleil ou alors d'avoir chaud. Et puis, les églises aussi étaient à l'origine des espaces publics comme ça qui étaient, on peut presque dire, des espaces d'air conditionné avec les grandes hauteurs. Hein. Là, on a aussi perdu des valeurs assez simples par rapport à ça. On sait qu'on peut voir ça dans les traités d'architecture d'Alberti, de Serlio, de Palladio. Ils expliquent qu'il faut des grandes hauteurs parce qu'il y a trop de monde, on surchauffe. Et donc, moi, quand j'étais étudiant, on m'a toujours dit que les églises étaient hautes de plafond
par rapport à, je ne sais pas, une verticalité divine, alors que dans les traités d'architecture, ils disent simplement que c'est pour évacuer l'air chaud, sinon on surchauffe dedans. Donc il y a voilà, c'est ce moment où on passe d'une vision symbolique et, si on veut, d'une vision superstructurelle à des raisons matérielles qui sont en fait à l'origine des formes architecturales. Donc Palladio explique, en hiver il faut des plafonds bas, en été il faut des plafonds hauts, et ça explique beaucoup de choses par rapport à l'architecture de manière générale. La question de l'énergie aussi, ça c'est assez intéressant. On parle souvent de l'architecte qui serait un auteur, qui serait responsable, par exemple, du gratte-ciel. On dit là, par exemple, là, il y a une construction d'un gratte-ciel. On pourrait parler de Mies van der Rohe comme l'architecte du gratte-ciel. Mais en réalité, si on cherche un peu plus loin, on se dit, mais qui est réellement l'auteur, l'architecte du gratte-ciel? Est-ce que ça ne serait pas plutôt le charbon qui serait le vrai auteur Parce que finalement, que ça soit Mies van der Rohe ou quelqu'un d'autre, en réalité, c'est grâce au charbon qu'on peut créer des grandes structures, parce qu'on doit cuire les minerais, on doit les transporter, on fait de l'acier. Après, grâce aux grues alimentées au pétrole et au charbon, on élève tout ça. Après, on peut survivre grâce aux ascenseurs, parce qu'ils nous déplacent. Donc en fait, en réalité, l'auteur du gratte-ciel, c'est le charbon, et c'est pas que ça pourrait être n'importe quel architecte. Donc on a mis beaucoup trop de valeur sur l'auteur, sur la personnalité humaine, peut-être entre 1950 et 2019. En réalité, derrière ça, c'est plutôt le charbon. De la même manière, quand l'informatique est apparue, on a parlé du génie de Frank Gehry ou de Saadin, mais en réalité, c'est plutôt le programme informatique qui est derrière ça, qui permet de faire ces formes. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, on doit comprendre que les conditions matérielles, en réalité, participent à la définition des formes. Et bien sûr qu'on peut analyser ce qui se passe aujourd'hui, le retour peut-être on bâtit moins haut, on bâtit plutôt en pierre, on bâtit plutôt en paille, tout ça revient à cause du CO2 et pas parce qu'un architecte l'a décidé. Parce qu'ils pensent que c'est bien, simplement parce que les conditions matérielles ont changé et donc les formes architecturales changent en rapport avec ça. Là, c'est une vue de New York, et bien évidemment que New York, avant le charbon, c'était différent. Donc cette forme-là, c'est une conséquence du charbon et des énergies fossiles qui ont multiplié, on dit, par 200. Chacun de nous, on a 200 esclaves en continu qui nous permettent qui nous tirent l'ascenseur pour monter, qui nous permettent de nous déplacer et de faire ça. Ça, c'est aussi sur l'art décoratif, c'est plutôt assez intéressant. On a complètement perdu, pour nous, quand on dit décoratif, on pense que ça n'a aucune valeur, on peut l'enlever. En réalité, l'art décoratif, c'était un mode de survie. On mettait des tapis pour ne pas avoir froid aux pieds, on mettait des tapisseries comme de l'isolation thermique, on avait là par exemple ici, là, tous ces petits miroirs, des lustres sont là pour démultiplier la faible luminosité des bougies. Donc c'était l'or, toutes ces dorures aussi sont là pour démultiplier la lumière dans des intérieurs qui étaient autrefois sans lumière électrique, avec des petites fenêtres. Donc en fait, tout l'art décoratif, si on regarde bien toutes les choses, on s'aperçoit que tout avait un sens. Même les animaux domestiques étaient là comme des chauffages. C'est pour ça qu'il y a toujours des chiens, des chats dans les maisons. C'était des chauffages portatifs. Donc on a perdu cette valeur-là. Et puis le style moderne, comme on voit sur ces images à la fin, c'est une conséquence parce qu'on croit qu'il n'y a que on peut tout enlever, c'est tout décoratif, ça ne sert à rien, mais c'est sous-alimenté dessous par le chauffage central, par du charbon qui brûle, enfin du fuel qui est en train de brûler pour garder la chaleur. Là, il y a un chapitre qui est important sur les dômes. Là aussi, en fait, la vision structuraliste à partir des années 50 nous donnait l'impression que les dômes étaient pour le prestige des civilisations, c'était pour la beauté de la ville et du roi ou des choses comme ça. En réalité, quand on lit les textes, c'est pour évacuer l'air chaud, Palladio en parle comme ça, mais c'est aussi pour ça que le Panthéon à Rome a un trou en haut pour évacuer l'air chaud, parce que sinon c'est comme une cocotte minute, si on bouche le trou, ça surchauffe dedans, et c'est quelque chose qu'a repris Soufflot avec l'Hôtel-Dieu, donc qui est un bâtiment dont je parle, qui a été un des moments très importants dans l'histoire de l'architecture française, puisque le dôme de Soufflot, de l'Hôtel-Dieu,
est fait pour évacuer les miasmes, avec tout un travail sur la ventilation. Et Soufflot en parle dans ses textes. Et donc c'est la raison du retour de ces dômes qui sont là pour, quand il y a beaucoup de public, il faut évacuer la chaleur, évacuer l'air, les miasmes, parce qu'on pensait que la maladie était dans l'air, ce qui n'est pas si faux que ça, puisqu'on s'aperçoit avec le Covid qu'effectivement la transmission aérosol qu'on pensait moins importante au début, on croyait que c'était plutôt les crachats qui contaminaient, mais on s'aperçoit qu'il y a également une contamination par aérosol. Finalement, ça réactualise ces questions des miasmes qui étaient là. On peut dire que la raison de l'architecture, elle est climatique. On cherche à avoir chaud quand il fait trop froid ou avoir plus froid quand il fait trop chaud. Les conditions d'aujourd'hui, elles sont climatiques aussi, puisque 40%, comme ça a été dit, des dégagements de CO2 au niveau global, 39%, c'est le bâtiment qui dégage ça. Donc ça veut dire que les architectes sont en première ligne pour lutter contre le réchauffement climatique. Et puis alors c'est là où j'interviens un peu en disant, mais alors si la cause est climatique, si la finalité est climatique, pourquoi les moyens seraient géométriques ou analogiques ou symboliques? Pourquoi on ne pourrait pas dire que les moyens pour faire de l'architecture pourraient être climatiques aussi, et se dire qu'on pourrait faire des bâtiments ou de l'urbanisme avec la convection, avec l'évaporation, avec la conduction, avec l'émissivité thermique, avec l'effusivité thermique, se dire que tous ces principes de physique pourraient être appliqués comme moyen pour faire de l'architecture. C'est une chose importante à voir, c'est les 3/4 du problème, c'est durant l'opération du bâtiment, le fonctionnement du bâtiment. Donc il faut isoler le bâtiment, il faut réduire, parce que c'est là où il y a les 3/4 du problème. Les matériaux de construction, parce qu'on se parle souvent de la pierre, du bois ou de la paille, c'est 1/4 du problème. Donc c'est-à-dire qu'il y a un peu de greenwashing avec ça, parce qu'on croit qu'un bâtiment en bois est écologique, mais s'il est mal isolé, il n'est pas écologique. Il faut d'abord l'isoler, il faut d'abord mettre 20 cm d'isolation thermique, et après, c'est une étude là qu'on voit ici. Vous voyez un bâtiment de bureau classique là au milieu, il est en rouge foncé, c'est la dépense d'énergie du bâtiment durant sa vie, si on veut, et en rouge clair, c'est les matériaux de construction. Donc on voit que tant qu'on n'isole pas, c'est pas le problème des matériaux n'est pas si important que ça, quoi. Il faut d'abord isoler, et après, une fois qu'on a isolé, on a super bien isolé, comme le New Advance, comme ça, on voit que tout d'un coup, les matériaux de construction deviennent la moitié du problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple en Suisse, comme on isole très bien les bâtiments dans le canton de Vaud, par exemple, et aujourd'hui, depuis le 31 août 2021, ils ont décidé d'arrêter d'employer le béton pour les bâtiments publics et de construire en bois, de minimiser au minimum le béton pour les fondations, parce que tout d'un coup, comme c'est très bien isolé, comme on a résolu finalement le problème de l'isolation thermique, maintenant on peut s'attaquer aussi à ça. Donc il ne faut pas faire les choses à l'envers, parce que sinon on ne travaille pas forcément sur les bonnes choses. Alors j'ai présenté quelques projets qu'on a fait au niveau urbain. Donc je dirais que les problèmes actuels au niveau urbain, c'est l'accélération des canicules. On voit là ici que les canicules s'amplifient, il y a de plus en plus de canicules, donc ce qui est lié qui crée dans les villes des problèmes. L'autre chose, c'est le fait que la température globale augmente. Le problème alors qui se répercute sur les villes, c'est cet effet d'îlot de chaleur urbain. Les problèmes des inondations aussi, qui est là. Le problème des particules fines, des particules de la pollution cancérigène, là, donc de la pollution qui est émise par les voitures, par la combustion des énergies fossiles, qui produit ces PM2.5 qui sont cancérigènes aujourd'hui, on le sait. Et donc tout ça, finalement, ça devient l'enjeu de l'urbanisme, de réduire les chaleurs, de résoudre les problèmes d'inondation, des pollutions, et puis aussi peut-être de préserver la biodiversité ou d'accélérer. Donc on se dit, alors si les moyens sont des moyens, cette fois-ci, climatiques, on va travailler avec convection, avec l'effusivité, l'albédo, l'évapotranspiration, comme ça, pour faire ça. Alors là, je vais
présenter un premier projet qu'on a fait avec Catherine Mosbar, paysagiste, et Ricky Liu à Taïwan. C'est un grand concours en fait pour l'ancien aéroport de Taichung qu'on a gagné en 2011. C'est un quartier de 256 hectares qu'on voit ici vide. Le parc est construit à peu près. Au centre, c'est un peu comme Central Park au milieu, un parc de 70 hectares avec tous les nouveaux quartiers qui vont se construire autour. En fait, on est parti de ces questions en 2011, donc quand on a fait ce travail, on a travaillé sur les problèmes en se disant à quoi sert un parc. Alors on s'est dit, le parc il sert à avoir moins chaud, il sert à résoudre des problèmes, parce que le climat de Taïwan est un climat tropical, donc chaud et humide, et pollué comme toutes les villes. Donc on s'est dit, on va travailler sur la chaleur, sur l'humidité de l'air et sur la pollution. Et donc on a pris ça de manière très littérale, en faisant un plan masse qui travaillait sur cette réalité-là. Alors, par rapport à comment avoir plus froid, si on veut, dans la ville, en réalité, le soleil, il est partout le même, la température de l'air, elle est partout la même. Donc, la seule chose qui différait, c'est l'air, parce que si on veut ce qu'on appelle la température perçue, il y a la température de l'air, il y a l'humidité de l'air, il y a la radiation directe, les radiations indirectes, tout ça combiné ensemble fait et le vent fait qu'on a plus ou moins chaud. S'il fait très chaud et qu'on a un fan, donc ça nous rafraîchit, bien sûr. Et si l'air n'est pas en mouvement, on a trop chaud. Donc on a analyser d'où venait le vent. On a un vent du nord en fait qui descendait, donc tant que le vent est à une température de l'air inférieure à 34 degrés, donc la température de la peau, il a toujours un effet rafraîchissant. C'est pour ça que ça ne marche pas le vent à Dubaï, parce que le vent est trop chaud, et donc en fait c'est comme un sèche-cheveux, donc ça ne rafraîchit pas. Mais tant que la température est inférieure à la température de la peau, c'est un effet rafraîchissant, puisque ça évacue la surchauffe de la peau qui arrive. Et donc on a analysé ce vent du nord qui arrive sur le nouveau quartier. Donc on a fait un modèle informatique qu'on appelle Computational Fluid Dynamics, comme ça, pour là où c'est rouge, il y a le plus de vent, là où c'est bleu, il y a le moins de vent. Et on a pu, dans le futur projet, comme la ville sera dans le futur, on a pu voir là où il y avait le plus de vent, là où il y avait le moins de vent. Et de là, on a fait le plan masse. En fait, on a transformé ça en disant, là où il y aura le plus de vent, ça va être le plus confortable, et on va doubler cet effet de rafraîchissement par convection par un rafraîchissement par radiation en créant de l'ombre. Et donc on travaille par gradation comme ça. C'est pour ça que je dis un peu, c'est la forme suit le climat, ou la fonction suit la forme qui suit le climat. D'abord on dessine on analyse le climat, ensuite on trouve les formes. C'est ce qu'on voit là, le deuxième dessin, là où on commence à créer ces gradations. Et puis le troisième, on matérialise ça avec des arbres en disant là où il y aura le plus de vent, on va mettre aussi des arbres qui va faire doubler l'effet rafraîchissant. Et puis là où il n'y a pas de vent, on laisse ça chaud, on ne met pas d'arbres. Et finalement, on crée une diversité de climat qui fait que peut-être à midi, au mois de juin, ça va être intéressant d'aller dans la forêt, mais peut-être à 6 heures du soir, au mois de décembre, ça va être intéressant d'aller là où il n'y a pas d'arbres pour profiter du soleil. Donc on crée des gradations, des microclimats dedans. La deuxième chose, c'était sur l'humidité, sur l'eau et l'humidité. Donc il y avait des demandes un peu de sponge city, comme en Chine, c'est-à-dire de gérer toutes les inondations sur place. Donc toute la topographie qui a été faite est liée, c'est des bassins en fait pour prendre l'eau selon les pluies. Donc c'est ça qui donne la forme. Et puis là, donc on a travaillé également sur l'humidité avec sur ces parties-là. Voilà, on voit la manière dont le parc gère les inondations, gère les pluies. Donc en fait, il y a une grande pente comme ça, donc il temporise les eaux de pluie qui vont là. Là, on voit le parc sous l'eau. En fait, on voit que il peut absorber comme ça ces inondations. Donc tout ça ensemble, ça crée des microclimats, puisqu'il y a des parties, si on veut, froides, secs et polluées, ou froides, secs et non polluées. Donc il y a toute une diversité de climats
qui apparaissent et qui forment le master plan du parc. Un autre projet qu'on a gagné avec Remcolas, avec OMA à Milan, en fait, pour un concours en 2019, pour deux parties qui sont au centre de Milan. En fait, un nouveau quartier, c'est sur des friches ferroviaires, en fait. Donc, un quartier de 44 hectares au nord, de 15 hectares au sud. Et le parti est de dire que, en fait, autrefois, on disait il y a l'espace privé et l'espace public. Mais là, l'espace public, on dit cet espace public, il a une mission publique, mais il a aussi une mission environnementale. Et donc, on a inventé l'idée de limpidarium, en fait, en disant bon, ok, autrefois il y avait le parc, le boulevard ou la place, mais bon, on pourrait dire, on peut inventer un nouveau type d'espace qui c'est le limpidarium, qui est à la fois un espace public, mais aussi qui a une mission de dépollution. Et on a deux limpidariums, un limpidarium qui nettoie l'air, si on veut, et un limpidarium qui nettoie l'eau. Et c'est finalement une nouvelle valeur d'espace public, comme ça, qui est à la fois pour les humains et pour le non-humain, si on veut, ou qui est une mission sociale, mais aussi une mission écologique, et qui sont à la base du nouvel aménagement urbain. Donc, le limpidarium d'Aria, en fait, il forme une sorte de filtre sur le nouveau quartier. Donc on essaie de diminuer au maximum la température en travaillant sur des fontaines voilà, qui viennent par l'évaporation de liquides gazeux, viennent faire diminuer la température de l'air. On a un albédo très haut, on a l'ombre des arbres, donc on essaye au maximum de trouver les moyens de rafraîchir. Et en rafraîchissant un lieu, on imagine que, en fait, c'est par le thermodynamisme, en fait, il y a une source chaude et une source froide. Donc, il y a l'air chaud l'air froid va commencer à bouger vers l'air chaud, et donc on veut créer des courants d'air. On a entendu parler des forêts urbaines. Nous, on propose de créer des vents urbains, si on veut, de créer des vents qui permettent de souffler l'air. Et donc tout le nouveau quartier, le limpidarium a deux missions, celle de rafraîchir, mais aussi de dépolluer, de faire tomber aussi les particules fines. Et cette nouvelle ère, en fait, vient ensuite rentrer dans les nouveaux quartiers. Donc on a, avec Remcolas, comme ça, travaillé sur le fait que tous les bâtiments sont dans le sens du vent, parallèle au vent, pour pas qu'il y ait de cul-de-sac, en fait, pour que tous les polluants aussi soient évacués par l'air, comme ça, que l'air chaud, c'est comme on souffle sur la cuillère à soupe pour la rafraîchir. Donc on doit laisser passer le vent pour rafraîchir les quartiers. Et donc on a ce nouvel aménagement urbain comme ça qui reprend une vieille typologie qu'on trouvait à Milan, comme ça, de bâtiments plutôt en longueur, qui se fait à ce niveau-là. Voilà. Après, il y a aussi des questions d'albédo. Alors, on réinvente un peu la question de la couleur des immeubles en disant, en fait, en constatant que si les surfaces horizontales sont blanches, ça renvoie les lumières, mais par contre, si l'immeuble vertical est blanc, c'est pas terrible parce que ça fait descendre la chaleur jusqu'en bas, en fait. Donc, c'est mieux de créer des sortes de pièges. Afin d'avoir l'horizontal blanc, d'avoir ensuite en hauteur, c'est pas ce qu'on voit là, voilà, c'est ici, d'avoir en hauteur des parties noires pour que, en fait, ça surchauffe, ça bloque les rayons du soleil en haut qui viennent surchauffer, et l'air chaud va être évacué. Par contre, en bas, ça se rééclaircit avec moins de radiation, donc ça permet de rafraîchir si on veut. Donc il y a finalement le code couleur qui, durant la période structuraliste des années 50 à 2019, est uniquement des choix esthétiques dont on a perdu le sens. Ici, on essaie de réactiver un sens pratique et un sens climatique du choix des couleurs liées à l'albédo dans la ville, quoi. Je vais présenter maintenant plutôt des projets à l'échelle architecturale. Et là aussi, de la même manière, on se dit, donc la cause de l'architecture est climatique, la finalité, à cause du réchauffement climatique, est climatique, les moyens peuvent être climatiques aussi, et on peut se dire comment composer par convection, par conduction, évaporation, émissivité. Donc prendre ça vraiment de manière très littérale et travailler sur ces éléments pour former pour donner des formes. Alors
Ça, je vais présenter 4 projets. Un premier projet sur la radiation pour la Fondation Luma à Arles. Donc, on a travaillé sur ce bâtiment qu'on voit au milieu, qui est une halle SNCF industrielle, comme ça, qui a été réhabilitée avec de la lumière zénitale dans les toits. Et on s'est posé la question comment ça peut être transformé en lieu d'art pour exposer des œuvres d'art. Et là, en fait, on est parti des nécessités physiques des œuvres d'art en disant le papier photo, par exemple, peut recevoir que 50 lux, les peintures à l'huile 200 lux, et puis un tirage contemporain peut recevoir beaucoup plus de lumière. Et de la vidéo, ça serait plutôt exposé dans le noir. Et de là, on se dit, comment économiser de l'électricité pour ne pas éclairer plus les œuvres, comment ne pas boucher les toits, pour mettre finalement naturellement les objets qui nécessitent plus de lumière là où il y a plus de lumière, les œuvres d'art qui nécessitent moins de lumière dans les endroits où il y a moins de lumière. Et pour ça, on travaille de manière... sur la lumière incidente, donc ce qui arrive, et sur la réflectance, en fait, parce que si on a un sol sombre, ça va absorber encore plus la lumière. Si on a un sol blanc, ça va accroître la luminosité. Et donc, on a fait un modèle informatique pour analyser, pour faire la moyenne de l'ensoleillement à l'intérieur de l'espace. Donc, voilà, ça c'est le matin, donc on voit il y a plus d'ombre à l'est, comme ça. À midi, là où c'est jaune, il y a beaucoup de lumière, là où c'est bleu, il n'y a pas de lumière, si on veut. Et puis là, c'est le soir, et puis tout ça ensemble, on fait la moyenne, on voit qu'il y a des parties plus ensoleillées que d'autres. Et puis finalement, de ça, on transforme ça en forme. On dit, voilà, là, on voit ces formes qui apparaissent, et puis on vient renforcer ça par la réflectance en disant, on va faire un sol blanc là où il y a beaucoup de lumière, on fait un sol noir là où il n'y a pas de lumière, donc on vient on vient renforcer les qualités déjà existantes. Et finalement, on se dit, là, dans les parties très sombres, on va mettre les vidéos. Dans les parties un peu gris foncé, on va mettre les papiers photos qui peuvent avoir que 50 lux avant de se détériorer. Et puis, là où on n'a pas besoin, on n'a pas de souci de lumière, on va les mettre dans les parties les exposer. Donc, finalement, ça donne ça. Ça donne une forme de paysage qui profite de l'éclairage naturel et de l'ombre naturellement. Bon, ça, c'est une vraie photo où on voit les parties très lumineuses, un peu moins lumineuses et un peu plus sombres dans cette... Voilà. Un autre travail sur l'effusivité, un concours qu'on a gagné pour la Maison de la Radio à Paris avec Nicolas Dorval-Bory. Il s'agissait de travailler sur le cœur de la Maison de la Radio, pour en faire un espace public avec un café, avec des émissions en direct, avec des concerts aussi, enfin un vrai théâtre mis en place, et plus une librairie et des espaces d'exposition, comme un cœur, l'idée que ça devienne un lieu ouvert au public, au cœur de la Maison de la Radio. Et là, ce qu'on a fait, on s'est dit, on est parti sur le café, on s'est dit où est-ce qu'on va placer le café. Alors on se dit, en fait le café c'est mieux en été, on a envie d'être à l'ombre, on veut pas, on veut se protéger du soleil, et en hiver on cherche plutôt le soleil. Donc on se dit, il n'y a pas une bonne place pour le café, il y a une gradation de qualité thermique et solaire pour le café. Donc on fait, ça apparaît souvent dans mon travail, cette idée de gradation, on travaille par des gradations comme ça d'espace, et de là, donc on a fait un modèle informatique qui analyse, donc là où c'est rouge, il y a beaucoup de lumière, là où c'est bleu, il n'y a pas de lumière, et de ça, on transforme ça en forme, et puis on matérialise ça avec le principe d'effusivité. Alors le principe d'effusivité, c'est l'effusivité thermique, c'est
le corps, il est à 37 degrés, enfin la peau humaine est à 34 degrés. Si je touche du marbre, comme le marbre a une haute effusivité, ou encore plus le métal, l'aluminium a une très haute effusivité, donc en fait l'échange thermique entre ma main et le matériau va se faire très rapidement, et donc je vais perdre de la chaleur, le marbre va me sucer ma chaleur et va me rafraîchir. Ça, c'est des choses qu'on trouve quand Viollet-le-Duc visite Saint-Pierre de Rome. Il parle de cet immense sol de marbre dans Saint-Pierre de Rome, et il en parle comme un matériau qui est choisi parce que ça refroidit l'espace. Il n'en parle pas du tout comme un matériau qui fait riche ou qui est luxueux. En fait, il parle du marbre comme un matériau rafraîchissant. Et au contraire, la laine ou le bois, qui a une effusivité très basse, donc un échange thermique très faible, fait que, en fait, quand on touche de la laine, on a l'impression que c'est chaud parce qu'on ne perd pas du tout de chaleur sur la laine. Donc, en fait, ces valeurs-là qui étaient autrefois utilisées, parce qu'on peut économiser de l'air conditionné. Si on fait un sol en marbre, on va économiser de l'air conditionné. Si on fait un sol en laine en hiver, on va économiser du chauffage. Donc, ces principes-là, en fait, qui étaient mis en place avec les tapis, avec dans les maisons d'autrefois, qui ont été totalement oubliés durant le XXe siècle, on peut les réactualiser. Et donc ici, on propose de matérialiser les parties les plus froides avec des matériaux très effusifs et les parties les plus chaudes avec des matériaux peu effusifs. Et donc c'est ce qu'on voit là. Et donc on fait cette gradation d'effusivité donc entre la laine, voilà, qui va garder la chaleur et qu'on va mettre dans les parties les plus chaudes, et puis le métal dans les parties les plus froides. Et finalement, ça prend une place à l'intérieur en suivant l'ensoleillement. Et donc là, on est dans les parties les plus chaudes avec la laine, et on voit à côté le bois, et puis le caoutchouc, et puis la pierre et le métal. Donc là, on choisit aussi le mobilier en fonction de ça. Ça, c'est aussi intéressant. On a aussi perdu un peu la valeur du mobilier, mais quand on est un mobilier très enveloppant qui nous protège aussi de l'air, comme ça, des courants d'air, comme ça, avec la laine. Et puis, là, on passe donc dans cette gradation-là, et puis on va jusqu'à la partie la plus froide, où là, on a des mobiliers en métal qui laissent passer l'air, qui nous rafraîchit. Les courants d'air sont là, et puis on se rafraîchit avec le métal et la laine. Donc on a une forme de gradation, et chacun est libre de choisir en fonction de l'heure de la journée, de son propre désir, de s'installer où il veut, comme ça. Merci.